Le sprinkler. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous deux. On est parti. Ben voilà, c'est l'intro officielle qui vient de commencer. Ravi de te rencontrer aujourd'hui, ravi d'entendre parler de ta conférence. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. T'as Là, pas facile, mais on a réussi. Ben oui, Ben oui, bravo. finalement. Bravo, cool. Ta conférence parle de quoi, Mathieu? Mathieu, sa conférence parle de quoi? Je vais vous laisser l'expliquer. En fait, moi, Ça se passe devant les gens. ce que j'ai compris, arrêtons de juste vouloir le bon vieux learn fast à la place de fail fast. Là. Moi, ce que j'ai compris là, de l'essence de ta conférence, c'est ce qu'on veut, c'est apprendre rapidement. Pas failer fast, pas échouer rapidement. Fait que le deuxième nom, c'est Fail Fast is Dead. Pas loin, ouais, Ah, effectivement. Je suis quand même pas si mauvais. On se réchauffe, là, mais... Quand même. Donc, Je me souviens même pas de son nom, imagine, mais je me suis toujours rappelé de sa conférence. ouais, il a déjà fait le fast. Mais bon, il a appris rapidement aussi, tout va bien. Donc, oui. Donc non, ma conférence, en fait, retrace un petit peu mes 8 dernières années en développement de produits et services en technologie. OK. Comme vous le savez aussi, tous les deux, j'ai beaucoup participé à la communauté agile, en particulier à Montréal, dans les dernières années. Et à travers en fait cette conférence, je voulais ramener un petit peu mon expérience en innovation, en développement de produits technologiques, et puis revenir sur les mythes un petit peu de l'innovation. En particulier, le fail fast, qui est un mythe où on entend beaucoup de gens en innovation dire on devrait avoir une culture du fail fast. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une mésinterprétation, un abus de langage finalement par l'intention qui avait été créée initialement dans le Lean Startup. Donc, l'intention initiale elle demeure bonne, mais la compréhension et l'interprétation aujourd'hui, ça a pris une fausse route. Ouais, je pense que ça a pas mal pris une fausse route. En fait, l'idée initialement, c'est qu'on doit pouvoir arrêter des projets quand ça part sur une dérape ou quand on se rend compte que finalement l'innovation ou le produit qu'on veut développer ne répond pas aux besoins de nos clients, ce qui est tout à fait sain. Maintenant, ça veut pas dire qu'on doit échouer rapidement. Ça veut dire qu'on doit passer à travers des phases. On va définir des hypothèses, on va valider avec nos clients la technologie, avec la viabilité financière des produits. Et puis petit à petit, on va s'ajuster, on va pouvoir pivoter et même parfois aussi arrêter des projets. Mais ça veut pas dire qu'on va fail fast rapidement. On peut avoir un succès aussi. Hein. Ça peut arriver et idéalement, c'est mieux. C'est le développement logiciel. Ça arrive qu'on a des succès. Ah oui? Ça arrive un petit peu. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué parce qu'à un moment donné, j'avais une équipe d'une dizaine de personnes qui faisaient du développement de produits technologiques. Et le team lead était vraiment dans cette mentalité du fail fast. Okay. Et la bonne interprétation ou la mauvaise, ouais. Ça se matérialisait comment? Si tu peux nous donner un exemple. Et en fait, toutes les 2 semaines, on changeait de direction, mais comme il faut. Là. Okay. Et puis, je t'avoue que quand je revenais de vacances, j'étais un peu stressé parce que je savais pas du tout où on en serait. Parce que fail fast, ça veut dire aussi, on arrête ce qu'on faisait, puis on passe à un nouveau projet. Oh, OK. C'est drastique. Ça peut être assez drastique, effectivement. Et donc, quand on fait de l'innovation en continu, nous, on développait 20, 30 preuves de concept en parallèle. Et donc, à ce moment-là, quand on arrête une preuve de concept, ça veut dire qu'on passe à la suivante. Et ça peut être beaucoup de changements. Et des fois aussi, les organisations prennent du temps à s'adapter et aussi à changer de plan, finalement. Okay. Donc, c'est important de ne pas tout arrêter tout de suite. Puis, si on veut tomber dans une culture, justement, de apprendre rapidement plutôt que failer rapidement, on commence par où? En fait, on commence par articuler un petit peu les hypothèses qu'on veut valider quand on développe des produits pour savoir qu'est-ce qu'on veut apprendre. Okay. L'approche scientifique. Une approche vraiment très empirique, très scientifique. On va définir des hypothèses d'apprentissage en termes de technologie, en termes de marché, en termes de finances aussi pour les produits. Okay. Et puis petit à petit, on va faire des itérations où on va valider ou invalider des hypothèses sur ces produits et services-là. Fait que le socle sur lequel tu t'assois, c'est vraiment les hypothèses au départ, ce qu'on veut apprendre. Ça peut arriver qu'on apprend par hasard, mais normalement, ça devrait être plutôt dès le départ. Dans cette itération-là, on veut apprendre X, qu'est-ce qu'on veut valider, qu'est-ce qu'on veut confirmer ou pas. Ça va être vraiment de définir ces hypothèses-là. Alors après, on va se donner assez de flexibilité autour de ça pour avoir un peu de marge de manœuvre et puis pour pouvoir trouver d'autres choses. Mais au moins, on a une direction sur où est-ce qu'on veut s'en aller, effectivement.
Moi, je ne crois pas à l'innovation dans un sens spontané et tout ça. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Surtout aujourd'hui en développement logiciel, il y a tellement d'expertise à avoir pour pouvoir développer un produit en termes de réseautique, de cloud, d'applicatifs, etc. Data scientist en météorologie. Toujours, par exemple, oui, ça peut arriver. Il y a toujours été member qui est data Tu l'as vécu toi aussi, ça, la compagnie d'assurance? Non? Non, ok. C'est un vrai rôle. Un vrai rôle. Oui, je pense qu'il n'y en aura pas deux de ça. Mais c'est pas grave, c'est un T-shape people. Il est aussi capable d'être QA. Oh my God. Excuse-moi. Et tant que la météo est bonne, c'est bon. J'ai dérapé. Tant que la météo est bonne, oui. Il fait beau aujourd'hui, je peux aller faire du QA. N'importe quoi. Fait que, je t'ai coupé. Non, vas-y. OK, donc hypothèse, mise en œuvre et confirmer, infirmer l'hypothèse par la suite, l'approche scientifique. Voilà. As-tu des techniques particulières pour émettre ou identifier une hypothèse de départ? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment des innovations et des produits et services. Il y a des hypothèses qui vont être assez standards en termes de faisabilité technique, par exemple, où on va essayer de faire un prototype, on va essayer de faire une première version alpha ou un bêta d'un service. Il va y avoir des hypothèses aussi financières qui se retrouvent finalement juste de rentabilité sur le produit et le service. Donc ça va être des méthodes assez standards, je dirais. Après, en désirabilité client, il y a des excellentes références avec le Lean UX, par exemple, ou tout ce qui est Lean Product Management, où là-dedans, il y a vraiment des catalogues d'expériences à mener avec des clients. Donc ma méthode, c'est vraiment pas je réinvente pas la roue. Je réutilise beaucoup de choses, des principes et des méthodes agiles. J'utilise aussi beaucoup de choses de tout ce qui est Lean Product Development. Donc on parlait de Lean UX ou Lean Product Development. Et puis aussi de toutes les boîtes à outils qu'on peut avoir dans les startups ou dans les scale-up en développement de produits. OK. Puis parmi tout ce bagage de techniques boîte à outils, les techniques pour confirmer ou infirmer l'hypothèse de départ, on s'y prend comment? Qu'est-ce que tu veux dire? L'approche scientifique, c'est on fait une hypothèse, on énonce une hypothèse, on met en œuvre la chose, peu importe. On fait l'expérience. On fait l'expérience et ensuite on observe et on dit on est dans le champ. Cool ou pas cool. On est correct. En développement logiciel, ça se ferait comment, ça? En fait, ça se fait exactement de la même manière. C'est-à-dire que quand on va développer nos prototypes, nos premières versions de produits ou services, on va définir les hypothèses, on va développer d'une manière applicative potentiellement des prototypes. Et puis à la fin, quand on va le mettre devant le client, on va avoir vraiment le feedback. Donc vraiment la partie développement logiciel se passe entre les deux. Et puis donc moi je parle ici là au niveau des hypothèses qu'on va définir sur le développement du produit, mais les développeurs aussi vont contribuer à ces hypothèses-là, les architectes, etc. Donc c'est pas un mandat qui est seulement la responsabilité du product manager ou du PO, mais ça va être aussi le mandat des équipes techniques de définir ces hypothèses-là. En particulier quand on est sur des produits et des innovations technologiques, l'architecte par exemple va avoir un rôle clé à définir la performance du système, la latence qu'on veut aller chercher, la faisabilité technique aussi, puis le coût aussi opérationnel de cette technologie-là. OK. J'ai deux questions. La première que je vais poser comme question, c'est est-ce qu'une user story bien écrite serait une forme d'hypothèse? Surtout à fin de... En fait, le afin 2 va amener le besoin d'affaires finalement. Là, je recule encore. Je suis vraiment pas dans une phase où on est prêt à écrire des user stories. C'est vraiment bien avant en fait. Dans tout ce qui est innovation de développement technologique, nous on a mis en place dans mes équipes une première phase qu'on appelle une phase de continuous discovery ou d'incubation. Où on va définir des concepts et on va tester justement les hypothèses qu'on a. Et puis après ça, on va passer dans une phase de continuous delivery, comme ça peut être appliqué par exemple dans Safe ou dans DAD. Et là, effectivement, on va commencer à avoir des user stories. Mais avant ça, on est vraiment dans de la R&D en fait finalement. Et donc, on va vraiment avoir des hypothèses, mais on peut pas encore les valider. Alors, on va avoir on a une manière de définir les hypothèses un petit peu
comme des user stories standards, là. Ouais. Mais ça ne s'applique pas exactement de la même manière, effectivement. OK. Dans cette phase-là de discovery, tu as parlé brièvement tout à l'heure, ça peut être de la faisabilité technique, de la désirabilité client, une viabilité financière. Il peut y avoir plusieurs aspects que tu peux vouloir inspecter puis apprendre de ça. D'expérience, lequel est le plus complexe à inspecter dans ces... J'en ai mentionné 3, tu en as peut-être 22 aspects. Je pense qu'il va répondre oui. mais laquelle qui est le plus difficile? On dirait que spontanément, la désirabilité client, pour moi, c'est finance, c'est sûr. Je sais pas. Ouais. Je suis curieux, pour vrai. En fait, pour moi, ce qui est le plus complexe, c'est ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Okay. Et d'un point de vue technique et finance, on a le contrôle finalement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajuster notre produit pour qu'il coûte moins cher, on va pouvoir l'ajuster pour qu'il coûte plus cher, ou on va pouvoir avoir plusieurs solutions technologiques. Par contre, pour la désirabilité client, c'est vraiment beaucoup plus complexe, surtout quand on parle d'innovation un peu... ce qu'on appelle des breakthroughs technologiques, là, des vraiment disruptives. On ne sait pas si le delighter va delighter. C'est ça. Et ben, à ce moment-là, ça va être un petit peu plus difficile d'aller chercher le feedback du client. Okay. Puis, il y a aussi tout un biais chez le client. Donc selon le client à qui je pose la question, il va pas forcément avoir le même avis. Et puis des fois on parle de friendly customer pour commencer justement ces itérations là. Et le côté friendly des fois est un problème parce qu'en fait le client est là pour tester, puis parce qu'il a envie de tester avec nous. Il se sent privilégié, il dit c'est cool. Puis, une fois déployé, il va être complètement ignoré. C'est ça. Donc pour moi, c'est vraiment l'aspect désirabilité client et marché qui est le plus difficile. Cool. Mon intuition n'était pas si mauvaise. Hein? Bien joué, bien joué. T'as fait un Hail Mary puis t'as fait un toucher, bravo. Oui. D'accord. Non, puis on voit tout de suite entre vous deux qui gère les finances. Là. Oh, il y a peu de finances. Ça rentre là, ça sort là. Exact. Puis l'aspect rentré est assez... est nul. J'ai déjà rendu hommage à ma comptable dans un podcast précédent. Il y a à peu près 10 minutes. Oui, merci Margot, encore une fois. Margot, la fameuse Margot. Elle m'explique les choses, puis la bave me coule. Explique-moi là encore, s'il te plaît, Margot. Ou le nez saigne, les oreilles. Non, ouais, les yeux mais c'est saignent, quand même un aspect, on le dit un peu à la blague, mais c'est quand même, particulièrement dans une phase d'innovation, etc., un aspect vachement important à prendre en considération. La finance, c'est souvent les agilistes, on fait fi un peu de cet aspect-là. Le produit, oui, OK, la désirabilité client, oui, on veut des boucles d'inspection là-dessus, mais l'aspect finance, on le met souvent de côté, même spontanément, Eric a dit, je comment on connais fait rien ça là-dedans ou comment on fait ça, mais c'est quand même à la fin de la journée. À la fin de la journée, je travaille en particulier pour un opérateur télécom au Canada. Okay. Et à la fin de la journée, pour une entreprise, si les innovations ne sont pas rentables, il n'y a plus d'innovation au bout d'un moment. Ouais. Et donc, pour n'importe quelle entreprise, c'est très important. Et en fait, c'est souvent une phase qu'on oublie. Mais quand on développe un produit, avoir une marge, ça reste important. Et effectivement, d'où l'importance de le livrer en production rapidement, parce que ça génère du revenu pour financer le projet en continu. Aussi. Oh, concept. Malade. mais c'est aussi pour ça que même dans les phases d'incubation, on va avoir des premières phases de bêta testing avec des clients qui peuvent aller jusque tester de la monétisation en fait. Donc dans ces phases-là, on va pouvoir justement aller chercher le pricing point. Désolé pour les anglicismes. Correct. Le point en fait de rentabilité. Et puis on va pouvoir voir est-ce que le client est prêt à mettre $8, $10, $9, 5. Pas du tout. Pas du tout. Cool. Faut prendre un autre modèle. Faut y aller vers peut-être. Donc c'est très important aussi d'intégrer ces réflexions-là très très tôt dans le développement du produit, parce que c'est pas une fois qu'on a fait notre MVP complet qu'on a défini arbitrairement parce que ça nous tentait. Voilà, et qu'on a passé 3 à 6 mois dans nos Agile Release Train, puis qu'on a développé de la valeur de manière incrémentale, mais on l'a pas testé avec le client. Et 6 mois plus tard, quand on lui dit que c'est $200 par utilisateur, c'est pas forcément dit qu'il signe. Donc, la période d'incubation, c'est pas 6 mois. Là. On parle de quelques semaines, gros max. Ça va vraiment dépendre de la complexité. Dans mon équipe, on a eu des... Donc, plus c'est complexe, plus c'est court.
Ah non, j'aimerais ça. Ben là, non, c'est logique. Non, ça va être- Donc non, quand on a C'est des... complètement prédictif. Ça. On peut faire une période d'incubation de 6 ans, si tu veux, on s'en fout. On sait que ça va générer du revenu après 6 ans, c'est sûr et certain. Mais là, c'est complexe, il faut le réduire. Ben, en fait, quand c'est complexe, on va les valider les hypothèses les plus complexes dès le début. Donc, Ok. par exemple, la faisabilité technique le plus tôt possible, ou alors ça va être la désirabilité des clients le plus tôt possible. Mais quand c'est des solutions assez simples, on voit de l'incubation qui peut durer 2 semaines, 1 mois. Ah, bon, là, c'est court. Donc, c'est assez court. Ah, voilà. Mais on a des produits qui peuvent être incubés pendant 1 an sans problème. Après, ça dépend toujours de la patience qu'on a et justement aussi de l'échéance qu'on se donne. Ouais. Combien de temps on se donne pour tester cette idée. Ouais. Est-ce qu'on s'est éloigné de ta conférence ou pas? Je sais pas. Oui. Non, ça, on reste. on est On dedans, n'est pas ouais? loin. Ok, On n'est pas loin. j'avais on n'est pas peur loin. qu'on Je sais pas, mais moi, s'en j'ai du soit fun. Faut que je... OK, parlons de macramé, let's go. Mais en fait, si on revient là, OK, merci Eric de nous ramener à l'ordre. Si on revient, les gens qui vont, Je parle de macramé, moi, là, un peu là. les gens qui vont citer à ta conférence, dans le fond, si tu dis qu'on est dans le bain, ce qu'ils vont ressortir comme outcome de ta conférence, c'est justement prendre en considération la période d'incubation, etc. Quoi d'autre est-ce qu'ils vont repartir avec? Alors, moi, ma conférence commence par une première partie sur l'innovation. Comment on définit de l'innovation, surtout en technologie, qui est plus ma Je suis spécialité. curieux. Comment on définit ça de l'innovation? Quelque chose d'innovant. Ah, cool, merci. Innovateur. Merci. Innovateur, ouais. Ben, c'est une bonne question que je vous retourne d'ailleurs. INNO. Comment vous le définiriez par vous-même? C'est une bonne question. J'ai tendance à l'associer à du disrupting. Ouais, hein? Ouais, quelque chose Quelque chose de qui. nouveau, qui- de différent. Ouais, quelque chose qui moi, j'ai entre les mains, puis I didn't know I needed it. Ok. C'est moi, c'est. Genre une voiture électrique et innovante. De moins en moins, mais elle l'était il y a quelques temps. Ouais, même à ça, c'est pas innovant. C'est un concept qui existe des années 1800. Ouais. Mais tu dirais donc que Tesla n'est pas innovant. C'est une forme d'innovation, mon Dieu Seigneur. Là, j'essaie de me rappeler le podcast avec Simon Bonaventure. On a vu les différents types d'innovation. Ouais. C'est pas du disruptive innovation, c'est du quelque chose d'autre innovation. L'innovation incrémentale, peut-être? Ah! Ouais. Yes! Oui, c'est ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je gagne? Un toutou. Un Il toutou? va Ouais, arriver tu veux après. de l'eau? Une petite gorgée d'eau. Oui. Donc voilà, donc ça ouais. c'est déjà un exemple justement comment on définit l'innovation. Et moi j'ai eu dans mon équipe des leads d'innovation qui m'amenaient justement tous les jours des idées incroyables d'innovation, mais très disruptives. Ok. Et c'est beaucoup plus compliqué et plus long du coup à incuber. Oui. Et aussi des fois ils arrivaient avec des trucs vraiment tirés par les cheveux. D'où ils sortent ça? Il était dans la douche le matin, Voilà. il réfléchissait, puis comment... Et puis Genre faire un podcast, c'était innovant. C'était très disruptif. Ah, l'innovation. très disruptive, en ouais. Parce qu'il y en a juste 3-4 En 2002, podcast. ça l'était. ouais, ça fait un petit bout. Peut-être, ouais. Oui. En même temps, il y avait la radio, fait que je sais pas. Ouais. Encore là. Mais c'était un nouveau canal de c'est un distribution. nouveau média. pour vous, là, un nouveau média. Ouais, c'est devenu disponible au peuple. Au peuple. Ouais. Et donc, mais bon, tu retournes sur Radio Cannes bientôt. Hein? Tu vas aller sur Radio Cannes bientôt. Non. Been there, done that. S'ils veulent commanditer le podcast puis le diffuser, go! Oh, Moi, oh, j'ai Est-ce que le premier iPhone en 2007? 7. Oui. Moi, je le voyais comme une disruptive. Ok. Et Parce aujourd'hui, que le gros sur le marché, c'était BlackBerry avec le clavier mécanique. tout à fait. Et là, quand c'est sorti, les réactions étaient ben là, c'est pas professionnel. Pour les professionnels, il faut un BlackBerry avec un vrai clavier. ouais. Puis ils sont venus bouleverser, puis BlackBerry, bon, il y en a Ils plus. sont plus là. Ouais. Ouais. Je Pour pense de la que sécurité Jean-Paul informatique, Archiboutimi qui en a un, je pense. Non, il y a encore. C'est une compagnie canadienne qui existe encore. Oh, Ils oui. font encore du très beau travail. Ils font du sécurité. OS pour des voitures, je pense. Non, ils font aussi de la sécurité. Ils font beaucoup d'OS effectivement, mais Ouais. ils ont encore quelques Hmm. lignes de produits qui Évidemment, viennent le marché du téléphone, non. disparu. à changer. Ouais, Nokia. effectivement, ouais, voilà. Fait que, je sais pas. Donc oui, effectivement, un iPhone, le premier iPhone était ce qu'on peut appeler une innovation disruptive. Mhm. Et puis aujourd'hui, ça reste de l'innovation, l'iPhone, malgré ce que beaucoup en disent. Incrémental. Mais ça devient de l'innovation incrémentale. Dans les derniers iPhones, il y avait plus de SIM physique, par exemple. Mhm. Ce qui est une grosse oui. transformation pour cette industrie-là. Mais oui. Et puis on peut maintenant faire des appels SOS par satellite. Ouais. Donc ça reste quand même des innovations importantes. Et donc en fait finalement l'innovation c'est vraiment proposer une solution à un problème du marché
qui va créer une valeur incrémentale ou une valeur complètement disruptive pour un client. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le lien entre le problème, la solution, et puis la valeur pour le client. Donc, à partir du moment où on a ces trois ingrédients, on a facilement une innovation. Et puis, comme tu le disais, on peut la catégoriser en innovation incrémentale, innovation disruptive. Ça, il y en avait un troisième. Il y en a un, c'est... Je me souviens plus. Allez voir le podcast avec Simon Bonaventure, c'est malade. Ouais, c'est... Pas aussi malade que celui-ci, c'est sûr, mais malade. Je l'ai en plus. Je la présente en plus dans ma... on a les innovations incrémentales, les innovations de rupture, puis les percées technologiques. OK. Voilà. C'est une nomenclature différente qui est utilisée. D'accord. Mais bon, je pense que ça rejoint la même chose. Ça rejoint les mêmes principes, effectivement. C'est quoi la différence entre rupture et percée technologique? Les percées technologiques, ça va être, par exemple, les Google Glass. Okay. Les Google Glass, c'est vraiment une percée technologique parce que c'est vraiment une technologie qui n'existait pas du tout à ce moment-là. Ils ont fait de l'argent là-dessus. Pas tant. La métaverse de Facebook, c'est quoi? C'est une innovation aussi. Maintenant, est-ce qu'une innovation fait toujours de l'argent? Pas forcément. Non, d'accord, mais on pourrait la catégoriser comment, la métaverse de Zuckerberg? C'est une innovation de rupture, clairement. Ouais? Ah oui. OK. Puis mettons qu'on s'amuse à jouer. Comment notre ami Mark aurait pu apprendre plus vite, selon toi? T'es son conseiller stratégique il y a 2 ans, puis il dit... Avant qu'ils perdent 55 milliards de dollars en actions, qu'ils mettent dehors 11 000 personnes. C'est facile à jouer, on fait juste s'amuser, mais... Donc là, j'ai les rênes de Facebook. Nous, on l'aurait fait correctement. Tu es son conseiller stratégique il y a 3 ans, disons, et Mark est là, il t'a dit « Hey, j'ai une idée, j'y vais all-in, metaverse, machin. » Comment le conseilles-tu? Il a dit « Ajoute des jambes, ça presse. » J'ai des gens... en fait, c'est vraiment se heurter au marché le plus vite possible et le plus tôt possible, en fait. Donc, je pense que l'intention est bonne et effectivement, je pense que le metaverse, à terme, va arriver un jour ou l'autre. Maintenant, Facebook a une énorme puissance financière et des ressources incroyables et est parti vraiment d'un seul coup là-dedans. Et donc c'était peut-être le piège qu'on voulait aller trop vite, trop tôt. Donc peut-être valider un petit peu plus tôt, puis valider aussi en fonction de la vitesse à laquelle le marché évolue. Maintenant aussi, Facebook à travers ça a eu des très gros succès, en particulier sur le hardware, sur le Oculus. Et donc, c'est là où je manque d'informations pour être un bon conseiller stratégique. Je pense qu'aussi là-dessus, Facebook a beaucoup de succès sur le côté hardware qui n'était pas du tout dans leur marché. Donc, ça reste peut-être un succès à venir pour Facebook. On verra, l'histoire seulement le dira. Mais c'est intéressant quand même l'angle que tu amènes, c'est qu'éventuellement, quand ton innovation, c'est pas un immense risque pour toi. Des fois, tu perds la culture de OK, comment on va apprendre, comment on va formuler nos hypothèses et tout. On fait juste un act of fate. OK, cool, ça va marcher. J'ai pas besoin de tester quoi que ce soit, d'aller au marché. Je vais juste le faire. Et merde, je me suis pas rendu compte tôt. Ouais, on n'est pas dans les secrets des dieux. Peut-être que tout ce qu'on dit, c'est de la merde concernant Facebook, mais c'est quand même Il y a des histoires comme ça. En connais-tu des gens qui ont dit nous sommes innovants, on pitch ça, puis ça fait. Il y en a plein. Hein. Genre. Mais par exemple, c'est un des mythes dont je parle dans ma conférence. C'est en anglais, c'est build it and they will come. Construisez-le, puis ils arriveront. Field of Dreams. Field of Dreams, ouais. Et en fait, on le voit, mais même sur des programmes immobiliers. Hein. En Chine, par exemple, Evergrande ou non? Ou en Chine, je sais plus comment s'appelle cette ville, je crois que c'est Tengyang ou un truc comme ça, qui est une réplique de Paris. Mais total. Il y a une tour Eiffel, il y a les jardins du Luxembourg et tout. Ils ont fait ça à Vegas aussi. Ouais, mais à Vegas, c'est plus gros encore. Et en fait, la ville était faite pour 100 000 habitants. Et il y en a 10 000 aujourd'hui, donc 10% de ce qu'ils cherchaient. Et donc, le projet n'a jamais été rentable. Ça a pas été. C'est une innovation aussi, c'est un essai, pourquoi pas. Mais ils n'ont pas été chercher leur marché. Et donc, c'est ça, hein, quand normalement, un programme immobilier, je dirais normal, doit être vendu à 50% avant de commencer la construction. Ce qui n'a pas été fait dans ce cas-là. Et on voit ce que ça donne, c'est une ville fantôme. Et donc, on réplique exactement la même chose, mais tout le temps en technologie. Combien il y a de produits et services qui ont été développés qui n'ont aucun client ou très peu. Ça m'est arrivé à moi aussi. Ça arrivait à plein de gens dans l'industrie, évidemment. Puis on essaye, on fait les choses du mieux qu'on peut au moment qu'on le fait. Mais effectivement, il y a beaucoup de produits qui
On a tellement qui ne confiance rentrent qu'on jamais perd. le marché. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vraiment très important, en particulier en innovation technologique, d'être très, très, très humble et de savoir qu'on ne sait pas du tout comment les clients vont réagir à ce qu'on propose. Et donc, c'est vraiment important de, le plus tôt possible, pouvoir le montrer et puis avoir le feedback du client. Même une semaine après, des fois, c'est juste sur un petit bout de papier, sur un coin de table ou un premier prototype tout croche en carton. On parlait de de problème. vaporware assez souvent. Là, Le vaporware, le vrai MVP. Ouais, c'est ça. juste l'idée qu'on teste, puis that's it. Exact. Puis, il y a tout le concept du MVP aussi, qui est quand même aussi devenu un mythe dans beaucoup d'entreprises. C'est plus des minimal marketable feature sets, là. C'est pas des MVP, là. Ouais, c'est ça. MVP, ça peut être une rumeur. Ouais. Le minimum requis pour générer du feedback. Donc, le minimum requis, c'est rien faire, finalement. Nous allons sortir ça peut-être un jour. Plus que ça, c'est une rumeur. Oui, on va faire un metaverse. Hein, méta quoi? Pas cool. Ou, c'est malade. OK, on passe à la prochaine étape. Ouais. Prochaine étape. Et ce MVP-là, finalement, il y a énormément de compagnies qui passent énormément de temps et de ressources humaines à définir, à le développer, tout ça. Tout ça pour à la fin, pas grand-chose. Et donc aussi, je pense qu'il y a aussi la terminologie du mot MVP, Minimum Viable Product. Le viable fait C'est le toute viable, la ouais. différence. C'est le viable qui a un petit peu posé problème. Et donc, en fait, nous, on arrive... Minimal Feedback Generator. Et on invente ça aujourd'hui. Voilà. Done. MFG. MFG. ça sonne produit de conservation. Ouais, ça sonne un peu chimique comme affaire. Mais effectivement, dans les phases d'incubation, on va avoir justement autre chose que des MVP. On va avoir vraiment des prototypes qui peuvent être sur un bout de papier. Ouais. On va avoir des versions alpha d'un produit qui vont fonctionner juste pour une démo. Ouais. Puis on va avoir des bêtas qui peuvent marcher pour 2-3 clients. Mhm. Ouais. Est-ce qu'on a besoin à chaque fois d'un MVP? Pas forcément. Mhm. Donc, tout à fait. donc c'est aussi cette distinction-là qui est importante en incubation versus en développement continu. Là. Puis tout l'aspect c'est ton point de départ, mais comment on va le tester, c'est quoi nos hypothèses liées à ça, comment on va les tester, puis ça peut être de la rumeur, comme le dit Eric, comme on va développer un petit bidule, ou on va juste faire des dessins, un croquis qu'on va présenter à certaines personnes, puis qui de ces personnes-là sont significatives, c'est ça? C'est des friendly users? Les friendly users, Ouais. c'est toujours le gros problème de valider le marché puis la désirabilité des produits. Qui est significatif? Qui est Qui est significatif. Ouais. Et en fait, ce que je dirais, c'est pas qui, mais surtout combien. Combien de feedback on a besoin pour avoir assez confiance pour développer la prochaine itération en fait du produit. Ouais. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on teste. Nous, par exemple, pour des produits entreprises, on essaye d'avoir 3 clients minimum avant de passer en développement continu. Et puis pour des produits consommateurs, ça va être encore autre chose. Et donc aller chercher ce feedback-là le plus tôt possible, c'est vraiment important pour valider qu'on va dans la bonne direction, puis qu'on va pas passer 6 mois à développer un MVP pour rien. Qui finalement va être pas désirable ou pas financièrement viable. On a abordé combien de mythes jusqu'à maintenant? J'ai perdu le compte. Je pense qu'on en est à 2 ou 3. Ah oui, 2, 3, ok, cool. Fait que le premier, c'est le fail fast. Learn fast. Allez-y différemment. Le deuxième serait. Je sais pas si c'est. Ah, tu es le même. Moi, je les ai mis, mais c'est attends, cool, j'ai ma sympathique. conférence à côté de Si, moi. maintenant. Le premier qu'on a été chercher, c'est l'innovation, c'est la nouveauté. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure de breakthrough technologique. Oui. Le Build It and They Will Come. Deuxième mythe. Le deuxième mythe. Ça sous-entendrait ça simplement qu'il y a un marché pour tout. Dans le fond, peu importe ce qu'il va y avoir, on va créer quelque chose, ils vont venir. Surtout que... Une boîte à pain IoT. Ça va être malade. en plus, je crois que ça existe. Sûrement, ça, c'est IoT maintenant. Non, mais pour savoir Mes à bobettes distance sont s'il reste IoT. du pain dans mon... Mettons, je suis chez moi, là. En fait, non, je suis au bureau, puis je veux savoir s'il reste du pain dans ma boîte à pain. Je fais comment? Moi, j'ai calculé la quantité de... Tu check avant de partir chez toi. Ça calcule la quantité de méthane que j'ai généré depuis 8 heures ce matin. Oh, nice. T'as-tu quelque chose qui est une métrique à la source? J'ai des bobettes IoT. Oh là là. Je m'en allais ailleurs que les bobettes, mais on va continuer. On va continuer sur les mythes. Sauve-nous, s'il te plaît. Les suppositoires IoT, ça n'existe pas encore. Peut-être. Alors, Amazon. l'autre mythe qu'on a adressé, c'est le fail fast. Quand même, et puis là, tu as un bon exemple. Ouais. on learn pas si fast que ça, par exemple. By the way, on n'a pas allumé les lumières. Ah, merde. Mais bon, trop tard. C'est pas grave. C'est correct. Tu vois, c'est un fail fast. Donc, le learn fast, excuse-moi. Ah oui, ça change. Quand même. Ouais.
C'est en plein soleil, là. On a parlé du fail fast et je pense que le dernier mythe qu'on n'a pas encore discuté, c'est que les grandes innovations sont trop lentes à innover. Répète cette phrase. Les grandes organisations sont trop lentes à innover. Ouais. C'est un mythe, ça? Bah, ça pourrait être un mythe. Ben, dis de même, tout peut être un mythe. Ouais. OK, ben qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Mais souvent, Parle de Bell. souvent, ce qu'on va entendre dans les grands. Je peux pas parler de Bell parce que justement, on innove chez Bell. Ah, t'es chez Bell? Commence, ouais. Ah, Une grande organisation dans les télécommunications, c'est plus générique. Ça peut pas l'équipe. Parle de Jean-Paul Télécom d'abord. Non, mais en fait, des grosses organisations innovent aujourd'hui. On le voit très bien avec Google, avec AWS, avec Microsoft, et ça leur donne justement une force par rapport à tous les concurrents du marché qui est extraordinaire en fait. Et en fait, oui, les grandes organisations sont beaucoup plus complexes et permettre aux grandes organisations d'innover va amener des grosses transformations parce qu'on change pas juste la manière dont on gère les projets, on va vraiment créer des nouveaux business models constamment dans ces grosses organisations-là. Mais quand on regarde par exemple Slack versus Microsoft, Slack qui était une start-up qui a eu une croissance incroyable. Microsoft a développé son produit Teams 4 ans plus tard, mais avait été chercher plus de marché que plus de marché que Slack. Ouais. Et en fait, surtout parce qu'ils font du piggyback sur les stacks déjà présents dans les grandes organisations. Ben oui, et en plus de ça, ils ont une force de mise en marché qui est extraordinaire. Ouais. Donc en fait, quand ces grandes organisations arrivent à innover, elles ont déjà une force de mise en marché qui est incroyable. Et donc, en fait, c'est à propos plus de tous ramer dans la même direction, puis d'amener l'organisation à une grosse transformation pour innover, plutôt que de dire que c'est pas possible. Parce que tu comprends bien que quand tu as des entreprises, on parlait de Microsoft ou AWS ou Google, qui ont des forces de vente incroyables, et ben l'innovation va avoir un impact qui est tout de suite beaucoup plus gros que la start-up avec 5 gars qui ont des idées incroyables mais qui n'ont pas la même force de vente. Et donc en fait, c'est vraiment trouver l'équilibre en fait entre dans ces grosses organisations entre avoir des processus rigides, etc. Et en même temps pouvoir permettre cette innovation là et pour aller chercher de nouveaux revenus puis des croissances incroyables quand avec les exemples dont je donnais. Ouais. Puis je pose une question qui tue. Vas-y, mais d'accord. Ben, c'est du sarcasme plus d'autre chose. OK. J'irai après. Vas-y. Le whiteboard de Teams. Quelle forme d'innovation? C'est de la merde. C'est pas ça. Je l'ai jamais utilisé. Voilà. Utilise-le pas. Vas-y. Je l'ai stabilisé, je m'excuse. Je t'avais prévenu. Il est en feu aujourd'hui, les gars. Où j'allais, dans le fond, ton mythe, c'est les grandes innovations sont incapables d'innovation. Mais tu sais, il y a certaines grandes entreprises où la culture d'innovation est déjà là. Tu faisais référence à Google, Amazon, etc. C'est déjà partie même de leur ADN. Il y a d'autres entreprises qui sont un petit peu plus vieilles. On peut penser à des entreprises de finance, par contre, etc. Ouais. Le modèle classique pour générer de l'innovation, c'est de se partir un lab, se partir essentiellement un spin-off ou quelque chose qui est en marge un peu de la culture dominante dans l'entreprise pour permettre l'innovation, permettre ces essais-là, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là? Est-ce qu'on devrait y aller avec un mode là? Je sais que ça relève plus de l'opinion, là, c'est juste, je suis curieux. Ben en fait, je pense que ça peut aider effectivement, mais quand on parlait d'AWS ou Google, ces compagnies-là ont des labs de R&D et d'innovation. On connaît tous le Friday. Non, mais le X Lab Company, la X Company de Google. Amazon a un lab qui s'appelle le Lab 126. Donc en fait, ces organisations ont aussi des labs. La question, c'est comment on fait sortir les choses du lab et on les amène à échelle dans l'organisation. C'est souvent le défi. C'est souvent le défi. Et en fait, c'est aussi laisser de la place pour ces innovations-là. Et puis de la capacité dans l'organisation. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des organisations opérationnelles qui roulent déjà à plein régime. Et il va plus avoir de place justement pour intégrer une innovation dans nos release trains ou dans les systèmes IT, etc. Oui, elles ont souvent leur vache à lait. Ouais. Donc, they don't want to disrupt anything. Ils veulent garder le vache à lait puis un petit peu d'innovation. Parfois juste pour rendre les shareholders heureux pour dire on va vers le futur. Puis c'est pas si mal au final si cette innovation-là qui est générée dans un lab crée un spin-off ou une deuxième entreprise sur le côté qui va repartir de lui-même, qui va créer une... Oui, il y a des... aussi.
Il y a des entreprises qui ont beaucoup de succès en faisant ça. Hein. Je sais pas, en télécom en particulier, je pense à Deutsche Telekom en Allemagne, qui a monté ça comme un modèle, et ils ont une factory à innovation en parallèle de l'entreprise qui fonctionne très bien. Ils ont revendu il y a 6 mois, je pense, une entreprise à Google, par exemple, pour plusieurs centaines de millions de dollars. Donc oui, ça existe, et ça peut fonctionner, ça peut aider. Après, c'est vraiment une question de stratégie d'entreprise. Donc c'est au cas par cas, et puis ça dépend des industries. Parce qu'en même temps, ce que je retiens de ce que ton propos, c'est n'empêche qu'à un moment donné, l'innovation vient confronter la culture dominante dans l'entreprise, puis là, ça peut faire des clashs. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Oui, en fait, la confrontation, elle est simple. C'est moi, je suis très finance. Chez les plaies. Et donc, en fait, dans une grosse organisation, quand tu as le choix entre un projet qui est déjà rentable, qui génère X% du chiffre d'affaires, quelque chose de tout nouveau, qui est beaucoup plus à risque, etc. Apple II versus Macintosh. Ouais, okay. Voilà, donc tu vas aller sur ce qui est garanti finalement, et c'est tout à fait naturel et tout à fait normal. Maintenant, il faut trouver l'équilibre entre les deux, puis il faut trouver justement cette balance dans les organisations pour pouvoir permettre ces innovations, puis à développer de nouveaux revenus pour les 10-15 prochaines années. Ça prend du gars. Netflix, c'était ça. Netflix, leur vache à lait, ça les CD par la poste. Ils ont mis fin à ça pour travailler sur autre chose. Le streaming, bien sûr. Qui a des DVD maintenant par la poste? Je ne sais pas si ça existe encore. Je ne sais pas s'ils l'ont encore comme service. Ça n'a aucun sens. Mais c'est juste pour le gag. C'est juste pour le legacy. Ça prend du courage. Oui, peut-être. Ouais. Ça prend du courage de faire ça, là, de laisser tomber sa vache à lait en sachant que ça va mourir, en voyant que les réseaux Internet s'élargissent. Wow. Ça prend du courage, mais en même temps, au bout d'un moment, il n'y a plus le choix. Dans le sens où il y a un sentiment d'urgence, puis il y a un besoin important d'aller innover, puis chercher justement la prochaine phase de revenus pour l'entreprise. Donc, à un moment donné, il faut le faire. Et puis, il faut trouver l'équilibre entre les deux aussi. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on arrête de faire ce qu'on faisait hier. Ça veut dire qu'il faut qu'on transitionne petit à petit vers des nouvelles... voilà, ça peut arriver, tout à fait. Puis on a un peu un biais de confirmation, parce que ceux qu'on observe 2, 3, 4, 5, 10 ans plus tard, quelque part, c'est ceux qui ont eu un succès. Les autres sont morts. Il y a peut-être un concurrent de Netflix il y a 15 ans qui ont essayé, puis étaient too soon, ou ça n'a juste pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi à surmonter les barrières, barrières technologiques, puis ils sont morts. Il y a les pressions du marché aussi. Regarde Beta versus VHS. Beta est un meilleur produit que VHS, mais la pression du marché ou l'adhésion du marché par les compagnies de production ont adopté VHS, ont décidé sur VHS versus Beta. Donc, Beta est mort pour ça. Non, pas parce que c'était pas un meilleur produit, c'était un meilleur produit que VHS. C'est pas évident. Oui, tout à fait. Et puis, quand on parle de technologie, c'est pas toujours les meilleures technologies qui gagnent. Hein. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Si on me demande l'avis, par exemple, Slack versus Team. Slack all the way. Mais maintenant, Team a beaucoup plus de marché que Slack. MySpace versus Facebook. Voilà. T'es trop jeune de connaître MySpace. Non, j'ai connu. Alors, j'ai jamais eu de MySpace. Non plus, j'ai eu de MySpace. J'ai eu un MySpace. Oui. Il existe, j'imagine, je sais pas. C'était quoi la différence? On pourrait faire une petite recherche. Entre MySpace? Oui, entre MySpace et Facebook. MySpace, moi, je l'avais plus sur les bands de musique que je suivais que sur les amis puis ces trucs-là. Fait que ça vise plus. C'est mon utilisation en 2004, là, on s'entend. Mais plutôt que d'essayer de connecter avec mes connaissances ou mes amis, c'était OK, cool, je suis. Donc c'est dommage, il n'y a pas de recording de ta musique. Non, j'ai pas produit de musique. C'est probablement mieux comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres mythes sur ta feuille? Non, on a fait à peu près le tour déjà des mythes dont je parlerai dans ma conférence. Et tu converges comment dans ta conférence? Ça se termine. La conclusion, c'est quoi le mot de la fin? Le punchline. Et en fait, innover correctement. Non, tu vois. Non, mais en fait, à la fin de la conférence, j'explique un petit peu plus en détail le framework qu'on a mis en place dans mes équipes. Okay. Donc, comment on travaille justement à travers toutes ces hypothèses, etc. Okay. Et puis, en fait, à la fin, l'innovation, c'est surtout une méthode. C'est un chemin. Ça veut pas dire qu'on va réussir sur chacune des idées qu'on a, mais c'est vraiment de passer à travers justement toute cette phase d'incubation et de tester nos idées pour ensuite avoir potentiellement un succès de marché. Même si finalement en innovation, plus on prend de risques,
plus on aura de gros succès, mais aussi plus on aura d'échecs. Donc c'est vraiment amener l'auditoire sur comprendre comment on peut passer à travers l'innovation et ne pas se décourager surtout, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'essais-erreurs avant d'arriver à avoir des premiers succès. Ça m'amène le concept de sunk cost fallacy. Ouais. Quand est-ce que tu tires la plug parce que t'as on a déjà investi 500 000, mais là, on est quasiment rendu. On va mettre un autre 100 000. On est quasiment rendu, un autre 100 000. et c'est pour ça que en fait, initialement, c'est vraiment à cause de ça qu'on a commencé à faire de l'incubation aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, on est capable de passer au prochain projet après 50, 100 000 $ dépensés, pas plus. Et donc, en fait, ça permet justement aussi de réduire les sunk costs qui sont très importants quand on fait de l'innovation technologique. Puis je serais curieux, l'idée qui me germe, tu sais, gérer de l'innovation sur un produit, c'est une chose. Est-ce que je continue à injecter, etc. Mais à un moment donné, quand tu gères un portefeuille de produits qui sont rendus à des endroits différents dans leur phase d'incubation, alors, phase d'incubation. Tu le gères complètement différemment. Aussi, j'ai tant de produits qui sont sur le bord d'émerger, tant qui sont très loin. C'est pas les mêmes risques quand tu en gères un portefeuille complet. Ça, c'est quand tu en gères un. Ça vient changer ta dynamique. Tu répartis les risques. Exact. Voilà. Puis là, c'est là qu'on vient toucher la finance par rapport à tout ça. Là, j'ai du fun. Tu fais des cours de comptabilité, toi? Hein? Je m'y intéresse un peu. Pas comptabilité, non. Finance, oui. Mais on en jasera offline. Je veux juste faire remarquer qu'on aura parlé de finance à la Gilles-Tour quand même. Exact. Pas mal. C'est peut-être une première. Peut-être une première pour vous. Beyond budgeting. C'est du Lean Budget Management. Lean Budget Management. Exact. Non, mais pour vrai, probablement que chez Google, il y a ces considérations-là, le portefeuille qui est relié à l'innovation, à quel niveau de risque il se situe, comment on le fait, puis c'est quoi les impacts inter-produits. C'est primordial, en fait. C'est primordial parce que ça coûte. L'innovation et la R&D coûtent très cher. Exact. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir gérer tout ce risque financier-là aussi. Exact. Puis, ils ont tiré la plug récemment sur Stadia. Je sais pas si vous Stadia, tout à fait. Qui est leur console de jeux vidéo où essentiellement tout roulait sur les serveurs dans le cloud. Plutôt que de rouler chez toi. Ils remboursent tout le monde. T'as acheté une console, ils te remboursent. Je connais même pas de produit. C'est une des raisons pourquoi ils remboursent tout le monde. Le produit n'a pas percé. Même Google Glass, je connais de justesse. Bon. Je l'avais essayé chez Cossette. Il l'avait acheté chez Cossette. Ils considéraient faire la pub là-dessus. De la pub sur les... Le petit voyant, là, c'est comme ça. Mais bon. Hey, Nicolas, merci. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de... Je te souhaite une excellente session. Merci à tous les deux. Super bon, j'en suis convaincu. C'est aujourd'hui ou demain? C'est aujourd'hui à 14h. 14h. Tu as le temps de... J'ai le temps de respirer, d'aller faire un peu de méditation, revenir... revoir tes notes. Revoir mes notes. Mettre de l'ordre dans les pages, ça va être correct. Donc voilà. Merci à tous les deux de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci. À bientôt. Salut.